Aujourd'hui, je voulais faire un peu un survol de mon travail depuis l'époque de mon arrivée à Montréal et aussi évidemment parler peut-être plus particulièrement de multiversité dont on va parler. Donc, là, donc en gros, mon travail depuis une quinzaine d'années, j'ai un peu organisé les projets en 3 séries. Donc, la première série qui sont des interventions architecturales. Où là vraiment je venais j'ai étudié en peinture en Belgique avant de venir. Et donc mon travail venait un peu de questionnements sur des notions de surface, de couleur, monochrome, et un intérêt depuis toujours pour l'architecture. Et donc j'ai très vite commencé à proposer des interventions qui s'adressaient un peu à la différence entre plan et pan. Donc c'est un peu ça. Donc j'ai toutes sortes de projets. Là, c'est un exemple que j'ai mis pour commencer. Ensuite, les plans d'évasion. Donc ça, il y a une complexification en fait peu à peu au fil des années, où j'ai commencé à proposer des installations plutôt immersives, des habitacles qui proposent vraiment des expériences à vivre comme spectateur et comme acteur. Donc, il y a parfois des choix possibles pour les visiteurs, des façons d'activer des lieux de façon assez passive ou plutôt active. Jusqu'à donner aussi le choix aux visiteurs. Donc là, c'est un petit exemple que je montrerai plus tard. Et puis la troisième série, c'est les mondes modèles, ce que j'appelle les mondes modèles, où là, vraiment, il y a un peu plusieurs raisons pour ce travail en modèle, dans la quête. Mais un des projets de ces projets-là, c'est de construire un peu le méta-récit de la pratique depuis les 15 dernières années. Donc en fait, chaque installation inclut des références à des projets antérieurs, que ce soit des interventions architecturales ou des plans d'évasion. Donc je vais le préciser après. Donc ici, aujourd'hui, je vais essayer un truc. Je vais utiliser les 2 derniers projets des mondes modèles qui, en fait, sont vraiment des synthèses d'étapes. À la fois, ce sont donc des synthèses d'étapes de mon travail en général, mais ce sont évidemment à chaque fois un projet spécifique dans un contexte ou sur un sujet particulier. Donc, en haut, vous avez la cité performative, qui date de 2010, qui est d'ailleurs présentée pour le moment au Musée des Beaux-Arts de Québec. Et donc là, l'idée, c'était de proposer un modèle de cité où le comportement des artistes de la performance sont la norme et non plus ce qui est hors norme, puisqu'on sait que les artistes de la performance s'intéressent vraiment au comportement limite, au lien entre l'individualité et puis les comportements sociaux, ce qui est permis, ce qui est le corps et ses limites face à la société. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Donc j'ai invité, je pense, 9 artistes de la performance ou groupes d'artistes à vraiment habiter dans la cité. Je en parlerai un petit peu plus en détail après. Et en bas, vous avez multiversité. Donc ça, c'est le même principe, ça continue l'espèce d'indexation des projets antérieurs, mais c'est surtout un projet en contexte particulier, donc, dont le sujet est vraiment l'inscription de l'UQAM à Montréal. Puis aussi, c'est un peu sur un travail sur l'université en général et un souhait de travailler avec des professionnels dans différents domaines, différents professeurs, des étudiants, sur la thématique de l'un et du multiple, donc l'espèce de tendance de tension entre l'un et le multiple, donc tous les modèles qui vont plutôt aller d'un côté ou de l'autre. Donc là, je vais aussi détailler. Donc je vais commencer avec la cité performative, donc un autre point de vue ici, et il faut peut-être aller plus en détail. Donc, là, on a 4 exemples de performances qui sont insérées dans les modèles grâce à des cadres numériques. Donc on a Alicia Percy, on a Rachel Eckenberg, François Morelli et Mathieu. J'ai trop de Mathieu dans ma vie.
L'atelier, merci. Donc chacun a vraiment travaillé à partir d'un site spécifique dans la ville de Montréal. Dans certains cas, c'était plutôt anonyme comme lieu, l'action était prédominante. Et dans certains cas, c'était beaucoup plus spécifique, comme François a vraiment travaillé à partir d'un souvenir personnel de son enfance dans le quartier Hochelaga. Donc là, il se fait promener par son chien en dessous. Donc, je vais faire un petit saut dans le passé à partir
ce qu'on vient de voir. Donc là, il y a une tour, une espèce de cône, là, donc qui en fait est un réfère à ce projet-ci. Donc c'est le premier projet que j'ai réalisé à Montréal. Ça s'appelait C'est en suivant la frontière en longeant la surface. Donc en fait, c'est vraiment un espace qui est envahi par un mur incliné comme vous voyez. Et la moitié de la galerie était vraiment envahie. Et au détour d'un coin de mur, on découvrait une toute petite maquette en papier qui donnait un peu l'indice du fait que le projet est en fait une fraction d'une proposition plus large et d'une espèce de construction virtuelle ou imaginaire qui envahit le bâtiment et une partie du quartier. Donc plus tard, j'ai réalisé un dessin qui l'exprimait de façon plus évidente, comme ici. Et bon, là, on voit la même chose. Donc finalement, la cité performative a servi aussi à montrer le potentiel de tous ces projets qui en fait, ont en général une partie virtuelle ou potentielle en fait, et il y a souvent des indices qui nous permettent de le voir. Donc ici, on a une autre vue du même projet. L'autre vue. Alors bon, là, je vais peut-être aller dans le fond, derrière le couple de performeuses qui jouaient aux chauves-souris, en fait. On a un projet, donc on a une forêt de colonnes qui renvoie à un projet de 98, où là c'est un espace envahi par un cancer de colonnes qui envahissait donc la galerie, mais aussi les bureaux et l'espace d'accueil. Donc en fait là c'était vraiment un travail in situ assez plus formel avec une réaction à l'espace. Dans ce cas-ci c'était une galerie qui contenait 2 colonnes octogonales décentrées. Donc le projet avait vraiment été initié à partir de cette caractéristique architecturale. Alors on revient à la cité et ici on a ce que j'ai appelé le musée et à l'intérieur il y a une maquette d'une installation qui s'appelle Jeux vidéo que voici. Et donc il y a eu Jeux vidéo monde 1 et Jeux vidéo monde 2 jusqu'à aujourd'hui. Donc en fait ça semble être un jeu vidéo, mais l'espace dans lequel on circule grâce à un joystick est en fait constitué de maquettes qui sont situées dans le caisson en hauteur. Ici. Donc là, il y a des maquettes en fait, qui sont cachées. Là, on a la version 2 du projet à Berlin. Et donc en fait, c'est un véhicule téléguidé avec une caméra sans fil qui est actionnée et non pas un espace virtuel comme tel digital. Et donc quand une personne fait le tour du caisson et regarde par le bleu, soudainement il peut y avoir une tête géante qui apparaît dans ce qui nous paraissait être un monde virtuel. Alors là, ici la partie de la cité performative constituée de ces bâtiments-ci, en fait, correspond au campus de l'Université de Toronto à Mississauga, où j'avais réalisé un projet qui était un peu une première version, ou un premier travail sur l'idée du campus universitaire comme utopie, et aussi sur la médiation, le savoir et ce qui est un monde, finalement un monde construit, présenté sous forme médiatisé, disons, ou de rencontres en direct. Donc il y avait tout un travail avec 2 espaces, la galerie est séparée en 2. Il y a un miroir ici, qui est en fait un miroir centaine. Donc dans la salle derrière, on avait accès à cette installation-là. Et on avait une vidéo du campus, en fait, des images du campus. Et j'avais organisé en fait un colloque. Donc l'idée c'était d'organiser un colloque avec des professeurs de l'université sur l'idée de monde, justement. Donc il y avait des professeurs en communication, en littérature, en bio,
technologie et en histoire de l'art. Et 2 artistes aussi donc, qui ont présenté des présentations. Et en fait, c'était un faux colloque. Le colloque se passait dans la maquette et était diffusé en différé ou en temps réel. En fait, le jour de vernissage avait en temps réel, mais sinon c'était diffusé en différé sur les écrans géants du campus. Donc là, on a la liste des gens qui ont participé. Donc le travail sur l'université, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. En fait, c'est ça, la plupart de ces projets-là s'intéressent vraiment à l'utopie, la dystopie. Donc chaque fois que je trouve un endroit, un modèle qui en fait existe, parce qu'il y a des utopies qui fonctionnent, bizarrement on l'oublie, mais on pourrait dire que l'université en est une, peut-être le musée aussi, d'une certaine mesure. Et donc j'avais été invité pour une résidence à l'UQAM, à la galerie l'UQAM, donc j'ai vraiment travaillé à partir de... J'ai prolongé finalement ce travail. Donc, on le voit en avant, il y a la partie du pavillon Judith Jasmin, donc un des premiers pavillons, donc qui est le plus représentatif au niveau de son architecture et finalement du projet politique, idéologique, original ou originel de l'UQAM. Il y a plusieurs éléments, d'ailleurs on a une liste avec à la fois les éléments spécifiques de l'histoire de l'UQAM et aussi l'intégration des projets intérieurs qui continuent. Donc ici on voit l'intégration de certains des vidéos. Donc dans ce cas-ci, j'ai travaillé avec des professeurs, quelques étudiants ou artistes pour habiter le campus, le méta-campus en fait, dans ce cas-ci. Et donc là, j'ai réuni un peu tout le monde. Donc, il y a Gabrielle Simard en haut, qui est une étudiante à McGill en astrophysique. Donc elle a fait vraiment une proposition, une présentation sur les différentes formes de multivers. Parce que, je le répète, le projet s'intéressait à l'idée d'université au départ. Et dans université, on a le 1, l'idée d'univers, d'université, donc le modèle platonicien, on va dire, ou essentialiste, où on prend le pari qu'on peut construire un discours unique et globalisant. Dans une certaine mesure, là, je simplifie à l'extrême, mais on peut faire l'historique de tous ces modèles qui favorisent l'idée de l'un. Et à côté de ça, on a, je pense, de plus en plus des modèles qui mettent en scène le multiple, la complexité. Il y a une tension entre les deux modèles. Alors ça peut être en astrophysique, bon, l'univers, c'est une idée, c'est une proposition en fait qui peut être considérée comme suspect, puisque c'est le sujet de connaissance duquel on peut s'extraire pour l'analyser. On est supposé accepter que ça existe. Et donc maintenant, on a de plus en plus de modèles qui proposent des multivers. Donc on serait plus dans un modèle de multiplicité. Mais si on parle de la politique, on le sait, on peut voir des tensions entre peut-être des modèles, un modèle républicain, un modèle multiculturaliste. On entend souvent parler en fait de cette tension de l'un et de multiple, mais on ne le comprend pas nécessairement comme ça. Non. En fait, c'est vraiment ça que j'ai essayé d'amener avec ce projet-ci. De faire parler de ça, et c'est très présent en fait, c'est vraiment dans tous les domaines, il y a vraiment une passion autour de ces questions-là. Donc après on a Normand Baillargeon qui est essayiste, qui enseigne au l'UQAM au département d'enseignement et de pédagogie. Donc lui, il parlait vraiment de l'évolution de l'université. Il a écrit récemment un livre qui s'appelle « Je ne suis pas une PME », en se mettant à la place de l'université. Donc il met un peu il pose la question qu'est-ce qui se passe avec les modèles universitaires aujourd'hui, est-ce qu'il y a une évolution souhaitable, méfions-nous. Donc c'était principalement ce qu'il amenait. Ensuite on a Nathalie Lafortune qui vient terminer sa maîtrise
à l'UQAM, et qui a fait un travail vraiment d'enquête sur le pavillon Judith Jasmin, en fait. Et elle a vraiment mis un peu en évidence l'évolution depuis le départ vers un constat réaliste ou une espèce de qu'est-ce qui s'est passé avec la réalité finalement. Et donc elle fait elle met un peu le doigt sur tous les espaces qui étaient prévus pour être des lieux de réunion dans le campus et qui ont été fermés pour des questions de sécurité. Donc le projet d'origine qui était un campus en connexion directe sur la ville, en réseau, c'était l'époque de tout est réseau, tout est information. Mais évidemment, il y a le principe de réalité qui s'est un peu, qui est un peu rentré là-dedans. Et donc, toutes ces porosités ont été fermées une après les autres. La présence de la sécurité est devenue l'espèce de carte de visite finalement de ce campus-là. Donc voilà. Ensuite, on a un professeur en littérature, auteur, Bertrand Gervais, à qui j'ai proposé de rencontrer son propre double en fait, parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'intertextualité, et un jour il a fait finalement sortir un personnage fictif de ses romans et il l'a mis en scène en le jouant lui-même lors d'une présentation publique, et pour finalement parler du passage entre la réalité et la fiction, des choses comme ça. Et donc je lui avais vraiment proposé de se faire rencontrer lui et ce personnage. Donc on a fait un petit montage, on l'a tourné en 2 temps, c'est le même personnage que vous voyez là. Donc c'était vraiment très intéressant comme rencontre. Et ensuite on a Yves Gingras, qui a fait vraiment un historique de l'université depuis Bologne. Je ne sais pas si tout le monde est familier qui sort de l'université, mais c'était une très intéressante présentation générale de l'histoire de l'université et de l'évolution du concept d'université. Ensuite, on avait Louise Bergeron qui a fait une présentation plutôt philosophie et sociologie. Ensuite, on a Jean Dubois, qui est artiste et professeur à l'UQAM, et qui, en fait, on a fait un tournage dans les sous-sols de l'UQAM, vraiment dans les boyaux d'une institution comme l'UQAM. Et donc là, il se promenait avec un livre dans ces couloirs sans fin, avec L'homme unidimensionnel de Marcus Embauche. Et puis la dernière proposition, c'est Sarah Wen qui faisait une présence aussi dans l'atrium central, en fait, de l'UQAM. En fait, du pavillon Judith Jasmin. Là, c'est l'entrée, en fait, quand on arrive dans la galerie. Là, je reviens un peu à l'événement, l'exposition. Donc on avait une passerelle comme ça, on avait un choix tout de suite à faire. Donc on pouvait s'engager sur la passerelle ou descendre et aller voir ce qui se passe dans la salle. Et dans beaucoup de mes projets, en fait, il y a souvent ce choix à faire. Dès qu'on arrive, on s'élève ou on descend, on devient voyeur ou on s'engage plus comme acteur. Et souvent cette espèce de choix fait directement. Donc on faisait le tour de la petite colonne. On arrivait là au bout. Si on choisit un point de vue, vraiment le point de vue à vol d'oiseau qu'on va retrouver dans les aquarelles bientôt. Là, je vais peut-être... en avant-plan, on a un projet... là, je fais de nouveau un saut dans le passé. Parce que finalement, c'est un peu des interfaces aussi, ces deux projets, la cité et la multiversité. Donc, chaque fois que je prends un élément, j'ouvre une fenêtre et je vais voir un autre projet. Donc ici, c'est autour de la station et du deuxième volet, finalement, qui était de construire le modèle de la station à l'extérieur. Et là, on a un morceau du musée d'art contemporain, en fait, où c'est passé un tournage qui fait partie du projet. Donc là, on a une des 3 vidéos qui fait partie du projet
et qui se terminait au pied de la Voie lactée. C'est le titre de l'œuvre de Geneviève Cadieux. Donc, bon, le scaphandrier, je vais arriver à la station qui était l'installation qui précédait tout ceci. Donc, le scaphandrier, c'est vraiment l'architecture la plus minimale qu'on peut imaginer. C'est une architecture portable, autosuffisante jusqu'à un certain point. C'est une espèce de parcours, de passerelle monochrome aussi, donc ça renvoie un peu à tout ce qui m'intéresse en général. D'autres images, des 3 vidéos qui font la trilogie de ce projet-là. Donc ici, je vais juste vous montrer la photo en bas. Donc ça, c'est une maquette que j'ai fait après de l'installation qui est ici, où là, on avait en fait l'accès réel à la proposition. Donc ça, c'est un projet en partie sur l'histoire de la couleur, en fait, comment on a organisé la couleur en roue chromatique avec le Bauhaus et avant ça aussi. Et évidemment, l'utopie de la station spatiale, l'espèce de rêve de vivre à la fois. On est dans un lieu fermé, isolé. Je sais pas, il y avait tout ce rêve de l'espace aussi derrière ce projet. Et donc on pouvait, comme spectateur, on pouvait porter le scaphandrier, sortir hors du lieu d'art et aller se promener dans la ville. Donc il y avait aussi un système de communication avec si quelqu'un était resté dans la station. Ça, c'est des images d'une des 3 vidéos dont j'ai parlé. Ok, j'espère que c'est pas trop confus. Donc là, de nouveau, à Multiversité, je vais peut-être juste parler du bâtiment en bas, c'est l'ambulance Saint-Jean. C'est un bâtiment qui a été détruit pour faire place à un pavillon de l'UQAM. En fait, donc c'est un bâtiment qui a été construit à la fin des années 60 dans la foulée de 67, oui, l'exposition Mersenne, j'ai mis un blanc. Donc c'était vraiment un bâtiment, j'ai pas de photo du bâtiment réel, mais c'était vraiment un bijou d'architecture moderniste, très original, avec une espèce de fleur en béton blanc sur le toit. C'était assez magnifique, et ça a été détruit, c'était au coin de... en fait, ils ont juste gardé le béton de l'intérieur, et puis ils ont enlevé tout le reste. C'est un bâtiment qui fait le coin de Maisonneuve et Saint-Denis. Il y a un second cup en demi-sous-sol. Donc c'est une espèce de bâtiment postmoderne, ce que ça peut avoir de pire, avec des petits frontons gréco-romains mal faits. Donc c'est assez dramatique comme perte dans le paysage de Montréal. Là, je vais peut-être vous montrer l'espèce de petit pont rouge qui lui aussi renvoie à un projet antérieur. Donc ça, c'est au Musée d'art contemporain en 2001. Ça s'appelait Libre Arbitre. On avait le choix de traverser la salle, en fait. Il y a deux accès. On avait le choix de traverser la salle sans jamais vraiment s'y arrêter. Évidemment, c'était là que ça arrivait, j'imagine. Et donc c'était tout à travers sur le point de vue, sur la surveillance aussi. Donc j'ai organisé une partie de drapeau, Capture the Flag, quelques jours avant le vernissage. Et donc j'ai utilisé les caméras de surveillance de la salle pour filmer l'événement. Et les images étaient présentées dans un petit poste de contrôle en dessous des estrades ici. Et en bout de course, c'était le seul lieu où on n'était pas visible de ces fameuses caméras de surveillance. Donc c'était assez sauvage en fait. Des adultes qu'on lâche dans un musée, si on leur donne la permission, c'est assez violent. Il y a eu des blessés et tout ça. C'est assez intéressant. C'était vraiment un projet sur le sport et le jeu comme outil à la fois de défoulement, mais aussi de formatage dans une certaine mesure. Apprendre
l'esprit d'équipe, l'ennemi, aller voler le drapeau de l'autre, jouer à faire le mort, etc. Donc c'est clair qu'il y a un lien entre la guerre et le sport et le jeu, dans une certaine mesure. Donc c'est un projet qui touche un peu ça aussi. Là on a une vue un peu du centre des sciences de l'UQAM. Il y a un autre projet, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Là, je vais juste parler ici, il y a une rampe, un petit accès souterrain et un trou. Donc ça va envoyer à un autre projet qui s'appelle Séjour Piste. C'est un projet que j'ai fait. En fait, c'est un projet à partir d'une lecture de Beckett. Donc je vais vraiment proposer un espace qui est un trou dans le sol et qui est habité plutôt qu'une construction. Donc, évidemment, c'est une construction, mais l'idée c'est qu'il y avait vraiment un territoire avec une dépression. Donc c'est un lieu qui est habité par, je travaille de nouveau avec Sarah Wayne, qu'on a vu précédemment, et donc qui a vraiment habité les lieux, qui a construit une performance. C'était aussi un instrument de musique, en fait. Il y avait un endroit où on pouvait souffler et actionner une chambre d'écho, l'espèce d'oreille métallique qu'on voit là. Donc là aussi, le même choix, on monte ou on entre dans l'arène, comme tout à l'heure. D'autres images du projet, je ne vais pas m'étendre, mais... Donc de nouveau, une espèce de monochrome, un déploiement dans l'espace de surface. Là, j'arrive aux aquarelles et je vais juste signaler la tour là, qui se promène au milieu. Donc ça, c'est une tour tornade, donc sous forme de tornade. J'en ai fait aussi sous forme d'ouragan, etc. C'est un projet qui a débuté en 2008-2009, alors que la crise financière débutait. Et j'étais justement à Liège en train de travailler dans le contexte d'une galerie qui se situait dans un quartier, le quartier de la Gare, qui était reconstruite et qui était... en fait, c'est un projet de Calatrava qui a été construit, qui est assez intéressant en soi. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont exproprié, ils ont décidé, je dis bon, je parle de la ville et de différents groupes. Et l'idée, c'était d'en profiter pour nettoyer le quartier. C'était un quartier de prostitution, etc., comme souvent en Europe, près des gares. Et donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont été chassés de chez eux, il y a eu des destructions. Là, c'est un projet qui est un peu en plan, mais à cet endroit-là, il y a une tour des finances à Liège, donc les gens vont payer leurs taxes, s'ils ont eu des contraventions, c'est là aussi qu'ils vont, donc c'est vraiment pas un endroit sympathique. Et ils veulent construire une nouvelle tour des finances. Donc à ce moment-là, c'était ce dont ils parlaient aussi. Donc j'avais proposé une tour des finances en forme de tornade, puisque c'est un peu ce que la finance employait comme message à l'époque, particulièrement. Donc voilà, puis simplement pour faire le lien avec ce qu'on a vu dans l'université. Donc ici, pendant ce projet-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec des gens du quartier, puis des politiciens, etc., qui m'ont décrit un peu leur vision c'est quoi le quartier qu'ils voudraient être. Et donc parfois j'ai mis en dessin leurs propositions. J'ai fait aussi une étude un peu plus historique, j'ai été chercher des projets utopiques justement des années 60, avec des projets très musclés comme ça, avec des immenses constructions par-dessus les voies ferrées, enfin c'était assez incroyable. Et puis il y a aussi des architectes qui ont fait leur dessin du quartier, le dernier là-bas. Donc c'était vraiment très très riche comme rencontre. Alors voilà, donc ça c'est les aquarelles donc, qui étaient montrées ici dans la salle là-bas, juste là le mois passé. Donc on voit là, j'en avais parlé, des vues hypothétiques des possibles de Montréal, avec
aussi, là, dans ce cas-ci, un peu la même chose. Certains des bâtiments en fait réfèrent à des projets qu'on a vus tout à l'heure. On trouve la tour Tornade. On voit souvent dans le dessin, c'est ici le Buckminster Fuller devenu une écume plutôt qu'une seule bulle. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir. Et donc, un petit détail. Alors, c'est sûr que dans cette série-là, il y avait les universités sur le territoire de Montréal étaient un peu désignées d'une façon ou d'une autre. Ici, ce qui s'est passé, on se rappelle, c'est pendant donc c'était l'été passé, et donc il y a les grèves étudiantes qui sont devenues de plus en plus prégnantes, puis le carré rouge, et donc en fait, dans certains des dessins et des aquarelles, il y a des manifestations qui ont forcément apparu aussi, donc ici on a vraiment les manifestations. Bon, ça c'est une vision peut-être un peu plus dystopique, on va dire, de Montréal, avec des normes. Pour donner une idée, ça c'est un pétrolier ici, quand on le voit de près. Détail. Donc là, l'idée, c'est chacun des campus des universités, McGill, Concordia, l'Université de Montréal et l'UQAM, qui ont quitté le sol et laissé en fait un vide. Donc c'est des images assez simples, mais parfois ça permet de faire sens, j'imagine. Il y a une espèce d'inondation, on peut voir un souci. Et ça, c'est le bâtiment Tornade, Ouragan. Puis ça, c'est les bulles vues de la montagne. Alors là, on a vraiment une référence aussi à l'histoire des représentations urbaines. Là, on a appelé primitif flamand, dans la façon de traiter l'avant-plan. Primitif flamand, excusez. Et donc, je voulais faire un lien avec toute l'histoire des représentations urbaines et qui étaient au départ vraiment des virtualités, parce qu'ils imaginaient, à partir de plans, ils imaginaient ce que la ville ressemblait, donc là, les premières peintures du XVIe siècle. Donc voilà, et tout ça. Je pense qu'on va arrêter là.